Dites-moi sur TikTok si vous... parce que j'ai l'impression que TikTok ne s'était pas arrêté. Donc TikTok, dites-moi si vous me suivez toujours. Pas du tout, docteur. Ah bon, vous me suivez pas? Je sais pas ce qui s'est passé, parce que c'est la même connexion TikTok et Facebook. Et d'ailleurs, c'est mon téléphone Facebook qui partage sa connexion à mon téléphone TikTok. Oh, TikTok ne s'était pas arrêté, si je ne m'abuse. Facebook si. Donc c'est un peu curieux. Ok. Et j'ai perdu ma CM. Elle ne me donne aucune nouvelle. Bon. Accordons le temps à ceux qui étaient quand même là, qu'on a perdu. S'ils peuvent revenir. Donc, encore 1 minute et puis je reprends. Ok, alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas eu de partage. Moi je sais pas, moi je m'y connais pas, je sais pas comment ça se passe. Donc voilà. Après moi je dis, si Facebook a décidé de mettre en place une telle bêtise, bon, voilà. Ça prendra aux Africains aussi de pouvoir être ingénieux et de créer des réseaux sociaux africains où on peut s'exprimer différemment qu'avec cette dictature. Parce que c'est quand même inadmissible que les gens soient obligés de mettre des likes parce que il y a d'autres qui ne veulent pas le progrès, qui aiment le tourner en rond, et qui font donc à cause de Facebook peut décider d'arrêter une discussion citoyenne instructive. Moi j'ai jamais compris ça, ça dépasse mon entendement, mais c'est bien fait pour nous parce que on pense que voilà, il faut toujours consommer ce qui vient d'ailleurs. Toujours consommer ce qui vient d'ailleurs. C'est quand même incroyable. Toute une Afrique n'est pas capable d'avoir un réseau social. On doit dépendre de Zuckerberg. Bon. Ok, on va faire avec. Donc, on reprend. Je vous disais donc que de manière plus que très probable, compte tenu des données épidémiologiques. Les données épidémiologiques veut dire les données sur la fréquence des événements.
le nombre de cas qu'on peut avoir dans une population donnée, ou le nombre de nouveaux cas qui survient dans une population donnée à une période bien donnée qu'on appelle l'incidence. Compte tenu de tous ces éléments-là en médecine, on parle de probabilité de survenue de telle ou telle maladie, de survenue de telle ou telle complication. Et au vu des données que nous avons, Monsieur Samy Lénard, ou le Noir, qui a fait un accident avec fracture d'un os long et une fracture complexe, avec d'ailleurs émiettement des os, il y a eu certainement rupture de l'intégrité de la moelle osseuse. La moelle osseuse contient entre autres de la graisse. Cette graisse-là a certainement traversé la brèche de la paroi des vaisseaux sanguins qui sont dans l'os. Et donc la graisse est partie là où il ne faut pas qu'elle aille, c'est-à-dire dans la circulation sanguine. Et arrivé dans la circulation sanguine, cette graisse a commencé à travailler. Et tout ça, ça se passe progressivement, sur plusieurs heures, sur plusieurs jours. Et pendant ce temps-là, vous êtes bien portant. Vous ne ressentez rien. Vous n'avez aucun symptôme. Ça se passe de manière insidieuse. Pourtant, il y a un problème. La prévention est le meilleur traitement de l'embolie pulmonaire graisseuse. Le syndrome d'embolie graisseuse a une évolution insidieuse, lente, asymptomatique pendant longtemps. Ça peut l'être. Parce que si la mobilisation n'est pas très importante au début, mais plus, enfin la mobilisation de la graisse dans le sang, si elle n'est pas importante au début, ben, écoute, on va rire, hein. On va blaguer, on va se balader, machin truc. Mais plus, notre bras est toujours malade. Même si on dit que, ben, vous savez, quand vous avez le bras comme ça, vous dites que ne bougez pas, mais de manière réflexe et tout, vous allez faire des gestes. Chaque fois que vous faites le geste, vous désorganisez cette stabilité fragile qu'il y a là. Donc, les molécules de graisse vont continuer à rentrer dans la circulation sanguine. Jusqu'à atteindre un seuil critique où, et maintenant, quand on va même vous opérer, mais tardivement, si le chirurgien ne tient pas compte de ces éléments-là, en allant maintenant travailler dans le champ opératoire, à l'endroit il faut, on peut encore mobiliser une autre partie de la graisse. Cette nouvelle mobilisation peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va faire l'opération et tout, l'opération est terminée, mais pendant l'opération, la graisse s'est encore mobilisée dans le sang. Et voilà, on est sorti de l'opération, ben voilà, on est tranquille et tout. Mais sauf que, peut-être le lendemain, on est en post-opératoire, on est arrivé à l'hôpital tranquille, on a été opéré tranquille, mais le lendemain, ça ne va plus. On sent qu'on a du mal à respirer. Les infirmières passent. Elles prennent les paramètres, la saturation. Alors qu'on saturait à 90%, 96%, ben là on est à 94%. Ce n'est plus bon. Parce que quand on est en dessous de 95% de saturation, la saturation c'est le taux d'oxygène dans le sang. 93%, 92%, on commence à sentir qu'on ne respire pas bien. Les particules de graisse sont déjà dans nos poumons.
elles ont commencé à l'être à Kribi. Et à Yaoundé, elles ont atteint le seuil où le corps dit que bon là, je ne peux plus supporter. On commence à être... Voilà la saturation. 90% de saturation. Ah, évidemment, on va dire que ben non, écoutez, monsieur, il n'est pas bien. On va la mettre en observation, en réanimation. Vous partez en réanimation. Alors que l'opération s'est bien passée. Alors que vous êtes arrivé sur vos 2 pieds. Mon cousin m'a dit qu'il est arrivé, il était en forme. Alors, il est possible que lors de l'opération, il y a eu une nouvelle mobilisation qui a fait, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce la faute du chirurgien? Je serais malhonnête pour dire que c'est sa faute dans le sens où il a fait exprès, il devait... Non, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que quand on a un patient comme celui-là, avec ce qu'on a observé, par anticipation, l'hôpital devrait avoir ça en tête. Le personnel devrait avoir ça. J'espère qu'ils ont eu ça en tête. Pour prendre des mesures d'anticipation. C'est un malade comme ça là même. Il doit être sous oxygène au long cours. Mais je vais vous dire en toute honnêteté, le traitement curatif, c'est-à-dire que quand on a déjà ça, l'embolie graisseuse, comment on soigne? Le monde entier ne sait pas très bien soigner cette complication. Parce que le substrat est difficile à soigner. Il n'y a pas une molécule que nous avons en médecine qui est là pour soigner la graisse, pour éliminer la graisse, diluer la graisse. On sait soigner les caillots de sang qui sont soit les plaquettes, donc les caillots artériels, le l'arbre artériel, soit la fibrine, c'est les caillots de l'arbre veineux. Ça, on sait soigner, on a des médicaments pour ça. Artériel, on a l'aspirine, le clopidogrel, on a des antiagrégants plaquettaires, comme on les appelle. Ça, on sait soigner. Et on a la fibrinolyse pour fibrinoliser ces caillots. Pour les caillots des veines, riches en fibrine, on a les anticoagulants. L'héparine de bas poids moléculaire, on a les antivitamines K, Préviscan et autres, on a les nouveaux anticoagulants, qu'on les appelle, les anticoagulants vitamine K, le rivaroxaban, l'apixaban et autres. Ça, on sait soigner, en plus de la fibrinolyse, par streptokinase, actylyse et consorts. Ça, on sait soigner. Mais l'embolie graisseuse, on ne sait pas trop soigner. On est plus dans le symptomatique quand ça devient sérieux, mais surtout c'est la prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est déjà savoir faire le diagnostic. Déjà savoir que quand il y a un os long cassé, faites attention, pensez à l'embolie, enfin au syndrome d'embolie graisseuse. Pensez à ça. Donc, immobiliser, le patient ne bouge pas. On doit l'immobiliser réellement. Le chirurgien doit passer l'orthopédie, savoir si il va opérer ou pas, mais il faut qu'on soit dans un milieu médicalisé d'emblée. Ce n'est pas prendre un taxi ou une Prado, quitter Kribi pour arriver à Yaoundé. Comme ça là, non. Le problème de ce jeune homme-là, c'est ce trajet-là. Cette incapacité de l'hôpital à pouvoir l'opérer là sur place et à être transporté dans ces conditions-là jusqu'à Yaoundé. C'est-à-dire que l'hôpital de la Caisse a récupéré une bombe. Et il faut savoir que les symptômes de ce syndrome, c'est quoi? Il y a les poumons qui sont atteints. Il y a le cerveau qui peut être atteint. La peau peut être atteinte. Les yeux peuvent être atteints par ces micro-particules graisseuses dont je vous ai parlé. Au niveau du cerveau, à un moment donné, on peut être irrité, nerveux,
un peu léthargique, la tête lourde. On peut avoir ce genre de signes à cause de ça. Au niveau de la respiration, comme on dit, on a du mal à respirer. On a du mal à respirer parce que c'est les poumons qui oxygènent le sang. On a du mal à respirer. Au niveau de la peau, on peut avoir des taches qui vont apparaître vers le 4e jour comme ça. Là. On peut avoir des taches, ce qu'on appelle les pétichis. Un purpura pétichial. Donc on peut avoir des taches qu'on n'avait pas. On commence à voir ça. C'est une réaction immunologique due quand même à cette particule de graisse là et le conflit avec l'armée du corps qui va essayer de lutter contre ça. À l'œil, on doit pouvoir faire un fond d'œil. Si on fait un fond d'œil, on peut trouver qu'il y a des petites taches d'hémorragie. Ça, c'est les symptômes classiques du syndrome d'embolie graisseuse. Tout médecin doit le savoir, être conscient de ça et d'être en alerte. Ce qui veut dire que ma jeune consoeur de l'hôpital de Kribi, qui n'avait pas les moyens pour prendre en charge, en plus je suppose qu'elle n'est même pas orthopédiste, donc ce n'est pas son domaine. Je suppose que c'est une médecin généraliste. Bon, elle fait ce qu'elle peut. Mais elle doit avoir ça en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devrait interdire c'est un bien grand mot, le transport dans ces conditions. Mais une fois qu'elle interdit ça, elle va faire comment? Elle va inventer l'ambulance. Elle ne peut pas inventer l'ambulance. Elle ne peut pas inventer l'ambulance. Mais parfois, il faut même peut-être que l'hôpital vienne vers le malade. Et ce n'est pas toujours le malade qui doit aller vers l'hôpital. Dans un environnement aussi démuni que le Cameroun et nos hôpitaux, peut-être que c'est un chirurgien qui devrait se déplacer soit de Douala, soit de Yaoundé, pour venir là, puisqu'il n'y a pas d'ambulance pour transporter. Et que même l'ambulance, il faut que l'ambulance soit équipée et que les gens de l'ambulance sachent même qu'ici, là, il y a un risque de mobilisation de la graisse dans le sang. Donc, on ne doit pas transporter n'importe comment. Donc, on vient là. On vient opérer là. Si c'est qu'il y a même un bloc opératoire capable de le faire. En fait, Samy est décédé par ignorance et par manque de moyens pour une prise en charge normale de quelque chose qui n'est pas compliqué, une fracture. Mais il faut savoir que les complications sont celles-là et elles peuvent entraîner donc un décès. Alors, on va maintenant lire le communiqué. Je vais vous relire le communiqué et on va discuter ça. Alors, monsieur Mfege Feufoi Rola a été admis aux urgences Bon, là j'ai fait une impression, mais il y a un mot qui ne se voit pas. Donc je peux balbutier, c'est pas très important. Hôpital, il sort le 1er juillet à 21h. Vous allez me rappeler quand est-ce qu'il a eu son accident. J'ai cru comprendre, je ne sais pas si c'est le 28 ou le 29, je ne sais plus très bien. Voilà, sur recommandation de l'hôpital, les examens cliniques réalisés au préalable présentaient une fracture sévère de l'humérus gauche, nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Mais elle n'a pas été rapide puisqu'elle s'est fait plusieurs jours après. Après signature de la note, le consentement éclairé par le patient en présence de sa compagne, l'opération comme convenu s'est déroulée le 3 juillet. Donc, il y a eu opération le 3 juillet. Il est arrivé le 1er juillet. Donc, il s'est passé quand même, allez, on dit 2-3 jours. Bon, je comprends que au Cameroun, on avait les histoires de qu'il faut donner d'abord de l'argent et tout ça là. Donc, l'hôpital aussi a quand même perdu un certain temps. Si on part sur le principe, comme je vous ai dit que il faut le faire rapidement. Il faut une immobilisation. Donc, maintenant, pendant ces 3 jours-là, est-ce que ce jeune homme-là, il se baladait dans sa chambre dans ces conditions? Si, à mobiliser son bras partout,
pendant 2-3 jours, là, déjà, on peut interroger. Je ne veux pas être dans la vindicte, je ne veux pas jeter les gens en pâture. En plus, je suis médecin. Et que, vous savez, hein, nul n'est parfait. Mais là, on a perdu des jours avec un patient qui n'avait pas les conditions adéquates. Même si on ne perd pas tout de suite. Mais la mobilisation, l'immobilisation, autant pour moi, l'immobilisation du membre doit être stricte. Or, là, on a perdu quand même encore des jours. Après en avoir perdu beaucoup entre Kribi et là, et un transport compliqué. Donc, il y avait tous les ingrédients pour faire une complication inattendue. Au cours de l'intervention, l'équipe chirurgicale a constaté que l'os était émietté en plusieurs petits morceaux, appelés séquestres dans le jargon chirurgical. Et donc, il ne peut pas avoir émiettement comme ça là, sans lésion de la moelle osseuse. C'est compliqué. Et donc, sans mobilisation de la graisse. Je dis encore que si on fait l'autopsie de ce jeune homme, on va retrouver dans ses poumons des taches de graisse. Et la première description de ce syndrome date de 1862. Un certain Zenker qui avait trouvé dans les poumons d'une personne décédée justement des taches de graisse où il ne doit pas en avoir. Donc, à retrouver à l'intérieur dans le parenchyme du poumon, donc c'est-à-dire que le tissu du poumon, il a retrouvé des taches de graisse. Mais la première description clinique de ce syndrome, date plutôt de 1873 par un autre von Bergmann, qui lui a fait dans la description clinique, comme je vous expliquais tout à l'heure là, au niveau des poumons, au niveau du cerveau, au niveau de la peau, au niveau des yeux. C'est lui qui a fait ça. C'est vous dire si en fait ce syndrome est connu depuis la nuit des temps. Mais il faut le savoir, il faut avoir ça en esprit. Et les traumatologues doivent avoir ça en esprit. Parce que la première cause est traumatologique, je vous ai dit. Dans 95% des cas, c'est dû en fait à une fracture des os longs. Alors, pour ce faire, il existe certaines zones dans le corps humain où la chirurgie peut faire un prélèvement d'os. C'est ainsi qu'un petit bout d'os a été prélevé sur l'aile. Bon, j'arrive à lire ce qu'il y a là-bas. Il y a gauche du patient pour réaliser cette greffe osseuse autologue. Bon, là, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est édifié. Et mon cher jeune collègue, le docteur Claudel Noubissi, vous a fait le point là-dessus, sur ce que, effectivement, il n'y a aucune difficulté avec ça. On peut prendre un os qui vient d'ailleurs. Un os qui vient d'ailleurs, on peut le prendre. Donc, le fait qu'on ait retrouvé, alors qu'il y a une fracture du bras, mais voilà, on est allé, on a trouvé une cicatrice au niveau du bassin. Calmos. Les complotistes là, calmos. Les vigiles qui sont devenus des professeurs de médecine, calmos. Calmos. Voilà. Il se passe certainement des choses bizarres dans nos hôpitaux, dans le monde et au Cameroun en particulier. Mais bon, n'exagérons pas aussi. Voilà. Et je pense même que les hôpitaux doivent commencer à intenter des procès en diffamation à tous ces gens-là qui n'ont pas la qualité et qui viennent parce qu'ils font leur business.
Ils veulent de l'argent, ils trouvent de l'argent. Votre One Love là, bon oui, alors le frère du défunt, bon comment les gens qui veulent t'aider, bon c'est comment, bon ceux qui veulent aider même en argent et tout. Le gars dit même comment il faut faire. Mais ce One Love vient quand même après une pirouette, parce qu'il est aussi intelligent, il faut être intelligent pour faire ces choses-là. Hein. Il vient après, dit que bon, il va ouvrir les chi à son nom, après bon, l'argent qu'il va récolter, il va donner à la famille. Ne nous amenez pas les histoires de vos léchis là encore. Où on dit que l'argent d'un parti est parti, on ne sait pas trop où et comment et tout ça là. Parce que quand quelqu'un là va rassembler l'argent et il dit qu'il va donner, ben évidemment que les gens vont dire qu'il a bouffé, qu'il aime faire ou qu'il n'est pas fait. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer dans des histoires polémiques? Vous voulez commencer à chercher l'argent après avoir joué au professeur de médecine. Maintenant vous recortez l'argent pour dire que vous allez donner à la partie avec. Enfin la partie plaignante. Ouais. C'est pas possible. Il faut qu'on soit sérieux là. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc, le lendemain matin, le patient, monsieur Roland, présente des signes de fatigue et hypotension artérielle. Les examens approfondis réalisés, notamment un scanner thoraco-abdominaux, n'ont révélé aucune complication outre les lésions traumatologiques chirurgicales associées. Ils ont plutôt permis de découvrir un taux de paroxysme du rythme cardiaque mal toléré, malgré l'intervention d'une équipe multidisciplinaire constituée de médecins, réanimateurs, cardiologues et ainsi de suite. Ok. Alors, là, vous avez entendu parler de... Il allait bien et après, il y a eu dégradation, dont hypotension. L'hypotension, c'est quoi? L'hypotension, c'est la baisse de la pression artérielle. Une pression qui doit être normalement en moyenne, entre 120 et 140 mm de mercure de systolique. Les gens parlent de 12 à 14. La diastolique est aussi importante. Bon, on laisse un peu, concentrez-vous sur la systole, la systolique, entre 120 et 140. Donc, si vous avez moins de 120, 110, 100, c'est-à-dire ce que vous appelez 11 ou 10, bon, on va déjà parler d'hypotension. Mais ce qui est important surtout, c'est quelle est votre tension de base. Parce qu'il y a des gens qui ont 11 de tension de base et tout, et ils se portent bien, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ont donc 15. Mais le fait de chuter sa tension est un facteur péjoratif. Et surtout quand vous chutez votre tension de plus de 20 mm de mercure ou alors 2 cm de mercure. Là, c'est pas bon. Et on peut chuter sa tension, surtout dans des conditions médicales comme celle-là. On chute sa tension si le cœur commence à souffrir. Le cœur n'arrive plus à bien pomper le sang dans l'organisme. Puisque c'est ce volume que le sang va sortir du cœur qui va participer à maintenir une pression sanguine, ce qu'on appelle une pression artérielle. Et donc, si sa tension chute déjà, ça veut dire que le cœur est en train de souffrir. Et le cœur d'un jeune comme celui-là, qui a priori n'était pas malade, il n'est pas connu comme étant malade et tout. Et un cœur qui commence à souffrir, c'est une souffrance aiguë. C'est quelque chose qui vient de se passer et qui a forcément un lien avec son histoire de la maladie qui est courte. Parce que son histoire de la maladie est courte. Il y a encore moins d'une semaine, il n'avait aucun problème. C'est parce qu'il a fait un accident et que même là, il n'avait pas de problème. Maintenant, il se fait opérer. Normalement, quand on se fait opérer, normalement, vous devez plus être bien. Surtout qu'on ne nous a pas dit que l'anesthésie a été compliquée, il a eu du mal à se réveiller et tout ça là. Non. Donc, les choses se sont bien passées, mais son cœur devient malade. Au point où la tension chute. Voilà notre
raisonnement clinique, chers étudiants, écoutez-moi, c'est ce qu'on appelle la démarche clinique. Voilà un autre élément pour dire que la cause de cette chute de la tension, qui est donc une souffrance du cœur, cette cause-là est aiguë. Et il n'y a pas 1 million de causes aiguës dans ce contexte-ci. C'est l'embolie pulmonaire. Mais une embolie pulmonaire particulière, qu'on ne rencontre presque jamais que... Vous allez m'expliquer, parce que moi je suis un russe. Donc votre français là parfois il est compliqué pour moi. Chez les traumatisés des os longs. Voilà une autre preuve que ce monsieur a fait une embolie graisseuse pulmonaire. Donc, la graisse qui s'était déjà beaucoup remplie là, dans la circulation, qui arrivait déjà dans les poumons, ça arrivait dans les poumons. Et quand ça arrive dans les poumons, ça entraîne une inflammation. Là, il n'y a plus que la graisse, mais il y a même l'inflammation. Il y a tout un syndrome qui va faire qu'il y a un bourrage là et une élévation de la pression pulmonaire. Élévation de la pression pulmonaire, ce qu'on appelle en médecine hypertension artérielle pulmonaire aiguë. Parce que les poumons sont bouchés, les artères des poumons sont bouchées. Et si le poumon souffre, ça se répercute sur le cœur. Parce que les poumons et le cœur sont un tout pour la circulation sanguine. Donc les poumons qui souffrent, qu'est-ce qui souffre en premier au niveau du cœur quand les poumons souffrent? C'est le cœur droit. Parce que le cœur droit doit pomper le sang pour aller vers les poumons. Or, les poumons, là-bas, ils sont déjà inondés par la graisse qui est venue de partout. Là, donc, ça bouche là-bas et la pression est montée au niveau des artères pulmonaires. Le cœur droit qui doit envoyer le sang rencontre un obstacle, ce qu'on appelle l'augmentation de la post-charge du ventricule droit. Ça, c'est un thème là, je suis en train de parler à mes médecins et à mes étudiants. Donc, comme le cœur droit souffre pour se vidanger, le cœur droit a une paroi qui est plus fine que le cœur gauche. Donc, le cœur droit est plus faible que le cœur gauche. Vous savez que dans le sport, on dit que les gauchers sont les meilleurs footballeurs. Les gauchers, quand vous avez un gaucher qui est talentueux, il est trop talentueux. Je vous ai dit que le cœur, c'est l'organe noble. Le cœur, c'est la noblesse. Le cœur ne fait que répéter la logique de l'organisme, du fonctionnement de l'organisme. Le cœur gauche est plus fort que le cœur droit. Comme les gauchers sont plus forts que les droitiers au football. Moi-même, j'étais gaucher. Mais je n'ai pas fait carrière. Pourquoi? Parce que mes parents, certains ont eu ça. Moi, je suis né gaucher. À l'époque, à notre époque, être gaucher, c'était un peu comme on disait que être sportif, footballeur, c'est être bandit. Être gaucher, c'est comme si tu allais devenir un bandit. Mes parents m'ont obligé à utiliser la main droite. Quand je mangeais avec la main gauche, on me tapait. Voilà comment je deviens droitier. Si mes parents ne m'avaient pas fait ça, c'est qu'après Roger Mila, au Cameroun, là, c'est mon oncle que vous allez sûrement voir. Puisque Eto vient, c'est une génération après. C'est que la génération des cannabis là et tout, qui était mon aîné de quelques années, c'est que j'étais meilleur qu'eux. Parce que j'étais gaucher à la base. Déjà droitier, j'étais un footballeur, mais les gens qui ont joué avec moi me connaissent. N'Golo Kanté, c'est moi. Imaginez alors si j'étais gaucher. Donc,
le cœur droit est faible. Un gaucher était presque un sorcier. C'est pour ça que j'ai dit que ne venez pas sur moi n'importe comment. Je vous ai déjà dit ça, non? Ne venez pas sur moi n'importe comment parce que même quand mes parents, est-ce que le parent enlève la nature? Donc j'ai quand même un fond de gaucher en moi. Donc j'ai un fond de sorcellerie. Ne venez pas n'importe comment. Et en plus, n'oubliez pas que je fais un tour au Bénin. Donc, les Maglondois, les Famendongo, les gens qui viennent là n'importe comment là sur moi. Je suis en téléchargement. Alors, le cœur droit qui a du mal à pomper, va se fatiguer. S'il se fatigue, il ne pourra pas éjecter le sang qu'il faut. Si la quantité de sang, parce que la quantité de sang qui sort du cœur droit, c'est cette quantité qui arrive au cœur gauche. Donc c'est la même quantité qui va sortir du cœur gauche pour définir la pression artérielle. Et comme cette quantité va donc diminuer abruptement, la tension va chuter. L'hypotension artérielle, dans ce contexte, il a un signe péjoratif. Péjoratif veut dire un mauvais signe. Donc le gars est en train de rentrer en choc cardiogénique. Tout ça dû à l'embolie graisseuse qu'il a contractée depuis Kribi, où il ne faisait que mobiliser son bras. Et voilà comment il rentre en choc. Et quand vous rentrez en choc, quand vous avez une hypoxémie, puisque là il y a une hypoxémie, puisque ses poumons sont inondés de mauvaises choses, donc l'air que vous respirez, qui arrive dans vos poumons, et cet air-là doit passer donc dans les vaisseaux, enfin à travers les saccules des poumons qu'on appelle les alvéoles. Et les alvéoles sont reliées aux vaisseaux sanguins par ce qu'on appelle une barrière alvéolo-capillaire. Le capillaire, c'est la terminaison des vaisseaux. Et l'air peut passer à travers cette barrière-là parce qu'elle permet de filtrer l'oxygène. Donc l'oxygène va passer pour arriver dans ce sang qui est sale, parce que c'est un sang qui vient de notre organisme avec tous les déchets. Et donc le gaz carbonique. Donc ça arrive là-bas, le gaz carbonique va rentrer dans les alvéoles pour ressortir avec la respiration et l'oxygène rentre dans le sang pour oxygéner le sang, se mélanger avec les globules, avec l'hémoglobine et devenir le sang rouge, le sang propre. Mais comme les alvéoles reçoivent l'air, donc l'oxygène, mais les capillaires sont inondés de ces graisses-là. Et la graisse-là empêche à l'oxygène d'arriver et de se lier à l'hémoglobine pour constituer l'oxyhémoglobine. Donc il y aura une hypoxémie. L'hypoxémie peut entraîner une instabilité électrique du cœur. Donc, le cœur qui ne reçoit pas déjà assez de sang, parce que le cœur a besoin de recevoir le sang pour lui-même envoyer le sang dans tout l'organisme. Il reçoit le sang par des tuyaux qu'on appelle les artères coronaires. Et ce sang que le muscle cardiaque reçoit, il dépend de la quantité de sang qui est sortie de l'organisme. Mais on vous a dit que la quantité de sang là a diminué parce que là-bas le ventricule droit est tellement faible qu'il n'a pas pu supporter ce qui se passe au niveau des poumons. Donc, comme c'est le même sang qui arrive dans le ventricule gauche, et donc du ventricule gauche, ce sang-là qui va partir, qui va arroser toute la grande circulation en sortant par le tuyau qu'on appelle la aorte. C'est une de cette portion du sang qui va aller dans les artères coronaires. C'est les artères qui apportent le sang au muscle cardiaque. Le serpent qui se mord la queue, cercle vicieux. C'est-à-dire que le cœur
n'arrive pas à pomper beaucoup de sang. Par conséquent, l'humain ne reçoit pas beaucoup de sang. Et s'il ne reçoit pas beaucoup de sang, donc le muscle cardiaque va être appauvri en sang. Cet appauvrissement en sang va faire souffrir le muscle cardiaque. Et va entraîner ce qu'on appelle une ischémie du muscle cardiaque. Ischémie du muscle cardiaque. Et l'ischémie du muscle cardiaque peut entraîner une instabilité de l'électricité du cœur. Instabilité de l'électricité du cœur qui va être majorée par le manque d'oxygène. Bon, je vais, CM, je vais répondre aux questions après. C'est bien de les noter là. Alors, je disais, tu vois, excusez-moi, j'ai soif. Permettez-moi de boire un peu d'eau. La prochaine fois, hein, vous m'envoyez les euros pour que j'achète au moins un jus pour boire. Parce que vous faites tout ça là, sans me faroter, c'est pas bon. Donc, le cœur souffre. Le sang n'arrive pas suffisamment dans le muscle cardiaque à cause de l'hypotension artérielle. Et en plus, au niveau des poumons, l'oxygène n'arrive pas dans le sang. Et donc, le peu de sang qui arrive au muscle cardiaque est même aussi pauvre en oxygène. Donc, ça décuple la souffrance du muscle cardiaque. Et quand il y a souffrance du muscle cardiaque, il y a instabilité électrique. Donc, le cœur, au lieu de faire ça, il peut faire ça. C'est ce qu'on appelle, il peut avoir des extrasystoles supraventriculaires, dont la fibrillation, enfin, qui va déboucher sur la fibrillation atriale. Donc, les oreillettes battent la chamade. Mais les oreillettes, ça va encore. Parce que les oreillettes, c'est les petites cavités du cœur. Bon, même si elles souffrent et tout, bon, on peut se passer de ça. Mais si cette souffrance-là concerne les ventricules et qu'il y a des extrasystoles ventriculaires, beaucoup, la tachycardie ventriculaire et fatalement la fibrillation ventriculaire, donc le ventricule qui bat la chamade. Fibrillation ventriculaire. Bon, ce communiqué qui quand même, bah, je peux aussi comprendre, hein, comme c'est un communiqué administratif, quand même, et tout. Donc, en plus, le directeur ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas lui qui a écrit, hein. Même le déroulé, là, tout là, vous comprenez que c'est pas lui qui a écrit, c'est le médecin qui a écrit. Mais les médecins ne sont pas allés jusqu'au bout. Tant qu'à faire, à partir du moment où vous nous donnez le dossier médical en ligne, ben, donnez-le peut-être entièrement, pour qu'on le discute. Bon, les examens, ils ont plutôt permis de découvrir des troubles paroxystiques du rythme cardiaque mal tolérés. Bon, en médecine, ça ne veut pas dire grand-chose. Troubles du rythme paroxystique cardiaque mal toléré. C'est pour ça que moi, j'imagine, quand je lis ça, parce que c'est codé, j'imagine que c'est la fibrillation ventriculaire. Parce que c'est elle qui est souvent mal tolérée. La fibrillation ventriculaire, c'est un jeune qui n'avait rien, qui était a priori en bonne santé. Ça vient faire quoi là maintenant? Mais ça vient faire simplement le lit, ou du moins, ça vient être la conséquence de tout ce que je vous ai décrit au début. Nous sommes dans une continuité logique de ce que ce monsieur-là, sa fracture, est la cause de son décès.
Et sa mauvaise prise en charge de la fracture est la cause de son décès. Son retard de prise en charge que j'ai énuméré depuis le début. Nous sommes dans la même logique. En médecine, on a ce qu'on appelle une unicité de raisonnement. C'est quand même difficile de dire que le malheur, il a en même temps le palu, il a la fièvre typhoïde, il a encore la gastrite, il a machin, comme je vois dans les diagnostics de mes jeunes médecins au Cameroun. C'est-à-dire que vous arrivez dans un hôpital, on vous trouve 1 million de diagnostics. Non, il faut être logique. C'est une cause qui entraîne une conséquence. Et donc, effectivement, ce monsieur, je pars sur le principe que tout ce qui est dit là est vrai. Je parle sur ce principe-là. Donc, le monsieur a fait une fibrillation ventriculaire qui n'a pas été récupérée. Maintenant, après, on va quand même nous dire comment est-ce qu'ils ont réanimé. Il y avait quoi comme le disait le brillant... c'est Max Senior ou Senior Max. Excusez-moi, je suis désolé d'écorcher certainement le nom. Mais je dis encore un brillant. Voilà. Il a été réanimé comment? Est-ce qu'il y avait un défibrillateur là-bas? Ben, s'il y avait un défibrillateur, est-ce qu'il marche? Depuis quand il n'a pas été utilisé? Parce que les défibrillateurs, vous savez, hein, ici nous en France, hein, quand vous avez un matériel, vous avez l'obligation de faire la visite de ça, de faire des simulations. Même si vous n'avez pas eu des cas pendant un certain temps, vous devez pouvoir vous assurer que c'est branché, qu'il y a assez d'énergie. Parce que vous allez peut-être aller utiliser quelque chose. Au moment où vous utilisez, vous allez voir que c'est gâté. On a déjà tout vu. Donc, on ne nous dit pas comment ça a été pris en charge. Mais moi, je vous dis donc simplement que s'il y a eu trouble du rythme mal toléré, c'est la fibrillation ventriculaire. S'il y a une fibrillation ventriculaire, c'est parce que le muscle cardiaque a souffert. Or, ce malade-là n'avait pas une maladie chronique. Donc, c'est une souffrance aiguë. Par défaut d'apport de sang, puisqu'on nous appelle d'hypotension. Et ce défaut d'apport de sang, c'est parce que ses poumons étaient bouchés. Les poumons étaient bouchés par quoi? Par la graisse. Syndrome d'embolie graisseuse. Et la graisse, la sort d'où? Ça sort de son accident. Et pourquoi? Parce qu'on a fait un accident, on a ça. Tous les gens n'ont pas ça. Oui, parce que bon, lui, il a la malchance en plus. Il a eu le truc, je sais pas, peut-être le 28, le 28, peut-être juin, ou le 29, je sais pas trop, mais il est opéré le 3. Donc il y a eu un retard. Et que même, si on va dire qu'on va opérer tardivement pour plusieurs raisons, il n'y a pas eu observation d'une immobilisation médicale ou médicalisée. Et pour quelle raison? Est-ce que tous les gens qui tournent autour étaient même au courant que cette maladie existe, que cette complication existe, que le syndrome d'embolie graisseuse existe? That is the question. Une fois que j'ai dit ça, j'ai déjà beaucoup parlé, je vous ai dit l'essentiel, et maintenant je vais essayer de regarder s'il y a donc des questions pour essayer de répondre. Alors, question des abonnés. C'est quoi la cause de la fracture d'après vous, Doc? C'est quoi la cause de la fracture? Mais comment vous voulez me poser cette question-là? Ben, on ne nous a pas dit qu'il y a eu une dame qui l'a percuté, je ne sais pas si elle était dans une voiture ou quoi, ben, c'est quoi la cause? C'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Moi, je suis comme vous, j'ai appris qu'il y a eu une fracture. Moi, je ne suis pas dans la conspiration. Alors, apparemment, 2 personnes, oui, s'il y a des gens qui veulent intervenir, si ma sœur un peu gérer ça, moi, je ne sais pas si je saurais faire intervenir. S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous pouvez aussi enfin, elle doit savoir hein, comment il faut faire pour que les gens interviennent. Là, je peux laisser l'opportunité aux gens d'intervenir à ce stade-ci. Ah oui, le problème c'est que mes 2 téléphones sont occupés. J'ai un téléphone
j'ai un téléphone, sauf si, est-ce qu'il peut avoir des appels, comment il peut avoir des appels à partir de, est-ce qu'il peut avoir des appels à partir de WhatsApp, je pense par WhatsApp ordinateur, parce que mes deux téléphones, malheureusement, c'est ça, comme je suis aussi maintenant sur TikTok, et que les TikTokers ont aussi droit à, bon, ça va peut-être être compliqué, il me faut un troisième téléphone, c'est ce que je comprends. Sauf si j'arrête le direct TikTok. Mais est-ce que les TikTokers peuvent passer sur Facebook? Est-ce que les TikTokers peuvent passer sur Facebook pour que je puisse utiliser le téléphone TikTok pour répondre aux questions? Enfin, pour laisser les gens intervenir. Est-ce qu'on peut faire ça? Sinon, est-ce que les gens peuvent intervenir via Messenger? Parce que je suppose que je peux prendre, je sais pas si à partir d'un ordi de bureau que j'ai là ou bien ici là le Messenger passe ou Messenger vocal ne passe que par un smartphone. Bon, bah, ma sœur me demande d'arrêter le live TikTok, hein. Donc, je suis désolé, je vais peut-être arrêter le live TikTok. Mais là, c'est à condition qu'il y ait vraiment des gens qui veulent intervenir. Parce que s'il n'y a pas des interventions, bon, c'est ma boss, c'est ma CM, c'est ma community manager. Elle me dit d'arrêter le live TikTok. Donc, je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Les TikTokers basculaient sur Facebook. Les TikTokers basculaient sur Facebook. Et donc, CM, tu sais que le téléphone que j'utilise pour TikTok, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui dois appeler? Non. Est-ce que tu peux pas... Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire, non? Tu donnes le numéro le numéro professionnel. Qui est le numéro... Oui, il faut que je vous donne Mais écris-moi ça. Tu peux m'écrire ça, le numéro. Tu l'as, non, le numéro de professionnel. Qui est le numéro de Dakar. Tu l'as ou pas? Je vais vous donner, bon, allez, je sors de TikTok. Malheureusement, je vais arrêter TikTok. Les TikTokers, vous basculez sur Facebook, s'il vous plaît. Je vous aime, mais malheureusement, je n'ai pas trois téléphones. J'adorerais certainement. CM, peux-tu me donner... Ben, là, tu peux... Bon, attendez, je vais... Bonnie Dakar. Tac. 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 Paramètres. Non. Paramètres.
compte. Attends, où est-ce qu'on regarde le nom? Alors, je vous donne le numéro par lequel vous pouvez m'appeler. Plus 221. Plus 221. 78. 136. 12 39. Est-ce que je peux écrire? Je vais écrire plus 221 78 136 12 39. Donc, je pense que je vous ai écrit ce numéro. Plus 221 78 136 12 39. Si vous voulez appeler. Alors, quelqu'un pose la question. Salut prof, pourquoi ne pas penser à une perfusion d'héparine s'il y avait risque d'embolie graisseuse? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question posée par certainement un médecin. En fait, vous imaginez que on a découvert cette maladie, je vous ai dit qu'en 1862 et décrit également en 1873. Entre-temps, il y a eu des recherches, on a testé plein de choses pour le traitement, mais rien n'a réellement marché. Et l'héparine ne marche pas. Et je vous ai quand même expliqué pourquoi. Dans la physiopathologie de l'embole graisseux, ce n'est pas d'abord la fibrine, c'est la graisse. Or, l'héparine ne soigne pas, ne traite pas, ne dilue pas la graisse. Non. Donc, c'est normal que l'héparine ne marche pas. On a même essayé les anti-inflammatoires, dont les corticoïdes, mais ça marche très peu. Parce qu'une fois de plus, on arrive un peu au bout de la course. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi d'abord. J'ai déjà pris quelqu'un. S'il vous plaît, quand je prends quelqu'un, ne lancez pas d'appel. Quand j'ai pris quelqu'un... Non, vous restez. Vous, je vous ai pris. Je vous ai pris. Mais parce que je vois qu'il y a une autre personne qui a lancé un appel. Quand je prends quelqu'un, ne lancez pas d'appel. Et je vais demander, je vais faire un signal parce que je vais faire en sorte que les gens ne restent pas très longtemps pour pouvoir prendre quelqu'un d'autre. Donc, allez-y, je vous écoute. Voilà. Professeur Bono, je suis très content que vous m'ayez pris. Et voilà, je voulais déjà demander, j'ai remarqué quelque chose par rapport à cette histoire. Il y a, c'est un peu aller dans tous les sens. Avec tous les amateurs, on dit pas mal de choses, et à un moment donné, j'ai pensé à deux choses. Comme le commun des mortels, j'ai pensé peut-être derrière ça, il y aurait un trafic d'organes. Et à côté, j'ai essayé de pousser la réflexion un peu plus loin, et j'ai vu que non. Il peut y avoir là un défaut de prise en charge. Un défaut de prise en charge parce que il y a certaines choses qui n'ont pas été réfléchies, savamment pensées pour la prise en charge de ce compatriote. Vous l'avez certainement évoqué, moi j'ai fait le direct, le live en cours. J'ai suivi que le monsieur a été déplacé de Tribi vers Yaoundé. Déjà, est-ce que c'était l'hôpital le plus proche? Mais je laisse tomber. Mais ce n'était pas dans un transport médicalisé. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Ensuite, arrivé à Yaoundé, on a parlé au départ d'urgence absolue. Il serait arrivé à Yaoundé un samedi, il a été opéré soit le lundi, j'avais quelques jours après. Donc ça veut dire que c'était une urgence relative. Elle n'était plus absolue. Donc, si on peut donc, parce que l'urgence absolue, c'est traitement tout de suite. Vous n'allez pas me contredire. Par contre, si on arrive à une urgence relative, il y a une batterie d'examens qu'on peut faire.
entre autres le scanner qu'on a fait pour voir l'étendue des lésions par rapport à la fracture de l'humérus là. On peut faire pas mal. J'ai entendu parler aussi, on a parlé de choc anaphylactique, quelque chose comme ça par rapport aux médicaments qui n'auraient pas traité. On aurait fait une batterie d'examens pour savoir qu'est-ce que déjà l'interroger, savoir s'il y a un terrain allergique sur ce patient. Et s'il n'y a pas de terrain allergique, ou bien s'il y a un terrain allergique, voir les drogues qu'on peut utiliser et celles qu'on ne peut pas, celles qu'il faut proscrire. Maintenant, on devait faire un groupage. S'il vous plaît, n'appelez pas, tant que je ne voudrais pas faire un signe d'appel. Quand je voudrais déjà écouter la conversation avec celui qui est en ligne, parce qu'il dit des choses sensées, quand je veux déjà écouter, je fais un signe de la main, comme ça là, ça veut dire que je suis potentiellement prêt à prendre un autre appel. Mais laissez quelqu'un qui parle parler, parce que ce qu'il dit peut instruire tout le monde. Donc mon cher ami, allez-y. Et peut-être même aussi, si les gens peuvent se présenter, si vous pouvez, sans peut-être forcément donner votre nom, mais la profession, parce que quand on a le discours d'un médecin, c'est pas la même chose que de quelqu'un qui n'est pas médecin, mais qui veut comprendre et tout. Ok, allez-y mon cher ami. Je vais continuer. Moi-même, vous avez vu ma photo, je suis infirmier de bloc opératoire. Super. Maintenant, je disais donc que on aurait pu faire un groupage, parce qu'en péropératoire, il peut arriver n'importe quel problème, ce qui fait en sorte que, par exemple, on a une hémorragie massive. Si la personne, le malade est groupé, on sait tout de suite ce qu'il faut lui passer comme ça, que de passer les macromolécules. Attention. Quand tu dis malade groupé, là tu es en train de parler à un médecin. On n'est pas qu'entre nous les médecins. Il y a les non-médecins. Donc il veut parler de connaître le groupe sanguin du malade. C'est ce qu'il voulait dire. Vas-y. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Oui. Voilà. Donc, je disais donc que si jamais le patient est donc on a son groupe sanguin, au lieu de passer que des macromolécules qui vont le remplir, parce que si on ne fait que ça, c'est l'hématocrite qui va chuter et il aura toujours des problèmes. Donc, pour pouvoir prendre en charge correctement ce malade. Donc, de mon point de vue, si visiblement vous pensez plus vers une embolie graisseuse. Alors, le patient avait la chance d'être métis par rapport aux photos que j'ai vues. Donc, des signes, au moins sur la peau, au niveau cutané, il y a les pétichis. On peut voir. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui pourrait nous guider, c'est une autopsie qui va confirmer le diagnostic d'embolie graisseuse. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons aider ceux qui ne sont pas suffisamment outillés pour prendre en charge ce genre de choses? Parce que, disons-nous que, vous savez comme moi, que le traumatisme des os longs conduit presque inévitablement vers ça, vers une embolie graisseuse. Donc, comment nous pouvons outiller ceux qui ne sont pas suffisamment outillés pour prendre en charge ce genre de patients? Je ne vais pas monopoliser, je peux revenir et je laisse la place à quelqu'un d'autre pour essayer d'apporter un peu d'eau au moulin. Je vous remercie si vous m'avez suivi. Merci infiniment, mon cher collègue. Merci infiniment. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre quelqu'un d'autre, mais avant que la personne ne parle, s'il vous plaît, avant que vous ne parliez, je vais un peu commenter ce qui a été dit par le précédent intervenant. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par lui. Je suis, par exemple, d'accord de ce que, dans cette prise en charge, on aurait pu faire différemment. En termes diagnostiques, il y a des choses qu'on aurait pu faire. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Mais, une fois de plus, ici, là, il est difficile de penser à une autre cause que celle-là, en toute objectivité. Il est difficile de penser à autre chose que celle-là, parce que le terrain était vierge. On entend chez nous par expression terrain vierge, ça veut dire que il n'y avait pas d'autres tas, pas d'antécédents particuliers. Donc, on peut imaginer que c'est une situation aiguë qui a provoqué ça. Donc, je laisse, bon, l'autre est partie malheureusement, je lui avais demandé de patienter, elle n'a pas patienté. Donc, je prends la deuxième personne qui veut intervenir. Vas-y. Allô? Allô? Oui, oui, allez-y. Oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Professeur, selon le cas, pour ne pas écorcher le titre, qui a provoqué ça. Donc, je laisse l'autre thème. On vous écoute. Donc, je prends la deuxième personne qui va intervenir. Vas-y. Bonsoir, docteur ou professeur, selon le cas. Je suis Nino Mezadio, avocat au barreau du Cameroun. Alors, mais vous parlez plus? Oui, je disais tantôt que je suis Nino Mezadio. Je suis Nino Mezadio, avocat au barreau du Cameroun. Je suis embarrassé du sujet, puisqu'il s'agit d'un jeune qui a malheureusement perdu la vie dans des circonstances qui alimentent beaucoup de polémiques. Si vous avez jeté un coup d'œil sur les commentaires qui sont faits par rapport à votre démonstration scientifique, vous constaterez que les Camerounais globalement, et notamment les adeptes de Facebook, ont déjà fabriqué leur coupable. Et ce coupable-là, c'est Karim Moufré, promotrice de Karimo. Mais ce que moi je vais dire en tant qu'avocat et assistant, je pense que celui qui est décédé, notamment le dénommé Samy, je crois bien, c'est comme ça qu'on l'appelait sur les réseaux sociaux, a sans doute subi un accident, mais était conscient. C'est-à-dire qu'il a eu cette partie du bout du bras que je vous avais expliqué, mais il était conscient depuis Libye jusqu'à Yaoundé. Alors, il y a quelque chose qui manque dans l'histoire, puisque ce que vous n'avez pas lu dans les commentaires, c'est que tout le monde demande où est la vidéo des accidents. Comme vous dites que l'accident qui serait la cause de tout ce que vous avez expliqué par la suite n'existerait pas, je le dis bien au conditionnel. J'ai suivi la vidéo de Dame Karim Moufré hier, où elle expliquait qu'il y aurait des caméras d'Afriland First Bank, c'est-à-dire une banque l'agence d'Afriland First Bank de Tribi, qui aurait filmé la scène d'accident. Je pense que si on parvient au moins à regarder au moins cette scène-là, cette vidéo-là, ça va un peu calmer les arrêts des uns et des autres. Sinon, s'il faut situer les responsabilités, il est évident qu'on devrait plutôt se déplacer vers les médecins qui sont les plus adeptes à expliquer ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas être long, je vais juste vous remercier pour tout ce qui a été dit scientifiquement. On a appris et on va juste rester sur notre fin quant à la réalité de cet accident ou pas. Parce que je pense que tout le problème est là. Si déjà on parvient à démontrer qu'il y a effectivement eu accident, parce que pour le moment il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo de cet accident. Et puisque c'est l'origine même
de tout le temps qu'aurait vécu ou qu'a vécu ce monsieur. On va donc attendre pour voir ce qui se passe. Du moins, les enquêtes sont en cours et il vaut mieux ne pas se précipiter. Mais merci de l'expertise dont vous avez fait bonne soirée. Ok, mais merci. Je vais quand même essayer. Merci, cher avocat. Je vous remercie d'avoir fait cette petite mise au point. Mais je vais m'autoriser à recadrer le débat. Ici. Je vais m'autoriser à recadrer le débat. Je prends quelqu'un, mais je vais vous dire, s'il vous plaît, attendez, restez en ligne. Ne raccrochez pas. Je vais faire une mise au point. Ne raccrochez pas. Parce que si vous raccrochez, je prendrai quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, ce live, un live médical, scientifique. Tout ce qui est dit sur le plan médical doit primer sur tout. Je dis bien sur tout. Tout ce qui est dit ici, là, sur le plan médical, sur la base de ce document-là, doit primer sur tout. Ça doit primer sur toutes les considérations, même les considérations judiciaires. Parce que j'ai quand même appris qu'il y a des gens qui sont interpellés, qui sont en garde à vue, pour je ne sais pas trop quoi. Et j'ai même suivi dans le live de ce fameux One Love, où il a pris en ligne le grand frère du jeune homme qui est décédé, qui est parlé en France, qui nous a expliqué comment il a mis en garde à vue la copine, je crois que vous l'appelez José, elle est en garde à vue, il a même demandé qu'on prolonge sa garde à vue, que la dame Karimo même il demande aussi qu'on la mette aussi en garde à vue, le colonel c'est son type. Bon Dieu, on est dans quel pays? On est dans quel pays où des individus se substituent à la loi, au droit et à la médecine, un domaine médical où, dans un pays sérieux, même s'il y a soupçon, les gens comparaissent libres. Et en les interrogeant, il y a une commission, il y a des experts médecins. Dans une procédure comme celle-là, il y a toujours des experts médecins. Et c'est eux qui ont l'ascendant sur tout le corps magistral, puisqu'on a affaire à un domaine médical. Et quand on me dit que, maintenant, en fait, bon, malgré tout ce que les médecins vont même dire, ce qui est dit ici, là, ce que le professeur Bonny dit et tout, bon, mais quand même, la pièce à conviction l'attend, on veut les photos de comment une voiture le cognait. Donc on a envie de dire que sa patronne là, la Karimo, a certainement engagé des barbouzes. A engagé des barbouzes pour aller le fracasser. Et on l'a fracassé, il est resté conscient, avec son téléphone, a bien marché, à parler, sans dire que non, c'est pas la voiture, c'est Dame Karimo qui a envoyé des gens me casser mon bras. Mais les Camerounais, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. On ne peut pas développer un pays avec ce genre d'ineptie. On ne peut pas développer ce pays avec ce genre de conneries. Mais jusqu'à... Les gens mobilisent les 30 000 personnes, les 6 000, tout le week-end, ce n'était que ça. Pour parler de bêtises, maintenant même qu'entre-temps, il y a eu ça. Donc les gens sont encore là à dire que non, vraiment, machin, on n'a même pas vu la photo de l'accident, donc il n'y a même peut-être pas eu rallye. Vous allez faire, je vais déchirer mon passeport camerounais à Mondo Vision. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Moi, je demande à Dame Karimo de porter plainte. De porter plainte. L'hôpital nous dit que ce monsieur est arrivé
conscient. Il parlait. Il n'a dit à aucun personne de l'hôpital que c'est Karim qui l'a agressé. Et il arrive avec une fracture. Vous dites que vous attendez encore la preuve qu'il y a eu accident, qu'on a cogné. Non, non, non. Cher maître, je vous en prie, avec tout le respect que je vous dois, vous ne faites pas prospérer ce genre d'imposture. Vous êtes un homme sérieux. Mais vous donnez des arguments à ces marchands de mort. Moi, j'ai fait des posts que j'appelle maintenant le business de la mort. Tous ces faux influenceurs qui sont sur tout là, ils adorent ce genre d'arguments. Je vous en prie. Pas ce genre d'intervention. Désormais ici là, on parle science. Et on parle rationalité. Les conspirations de machin du Congo, ça, non. Pas sur ma page. Je vous en prie. Cher maître, j'espère que vous m'avez compris. Et une fois de plus, ça, ce n'est pas à vous que ça s'adresse, hein. Ça s'adresse à tous ces gens-là qui vont boire du petit lait avec vos propos pour continuer à aller faire le truc. Non, de toute façon, nous, on attend seulement les images de l'accident. Alors, cher ami, vous que je vous ai laissé attendre là, excusez-moi, vous avez la parole. Merci infiniment pour la présentation que tu as faite de, on appelle ça fat embolie. Ben, j'ai une question à poser, donc, parce que ici chez nous, c'est une condition qui arrive peut-être une fois sur 100. Et pendant mes cliniques, on nous dit qu'il n'y a pas de médicament, comment dire, de traitement spécifique. Bien que les différentes littératures suggèrent les stéroïdes, les barines, le dextran, ma question est de savoir, en tant que spécialiste, parce que bon, ce que les livres nous enseignent, c'est une chose, et ce que le professionnel que tu es peut recommander est une autre. Maintenant, sur le plan technique, quelle serait l'approche ou alors la thérapie adéquate pour ce genre de situation? Parce que donc, pour les autres blocs, on sait très souvent comment prendre soin de ça. Mais compte tenu de ce que le fat embolie est relativement rare, qu'est-ce que tu suggères comme traitement approprié? Ok, mais merci Micheline, merci pour ta contribution qui est pertinente. Je vais tenter de répondre, mais tu me poses une colle. C'est une question difficile. Une question difficile parce que, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, on ne sait pas très bien être dans le curatif de cette maladie. On sait... bon, donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci Micheline, à bientôt. Donc, on ne sait pas très bien... Restez, s'il vous plaît, restez en ligne d'abord. Restez en ligne, je vais vous prendre. J'explique d'abord. On ne sait pas très bien traiter. Parce que comme j'ai expliqué, le substrat est complexe. Peut-être parce que les cas ne sont pas aussi fréquents que ça. Peut-être parce que les cas ne sont pas aussi fréquents que ça. Peut-être que les cas ne sont pas aussi fréquents que ça. Il n'y a pas des études qui ont essayé d'analyser d'autres cas. J'ai déjà pris quelqu'un en ligne. Donc celui qui essaie d'appeler là, qu'il attende d'abord. Parce que j'ai pris quelqu'un en ligne. Je vais donner la parole à cette personne-là et après, je vous prendrai. Donc aujourd'hui, de manière concrète, si on est en face de cette situation, comme le Samy Lenoir, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, il faut donner de l'oxygène aux malades. De l'oxygène, parce qu'on sait quand même qu'il lui manque de l'oxygène. Et l'oxygène doit se donner de manière adaptée.
c'est des oxygènes avec des masses à haute concentration. Parfois, on peut être amené à utiliser des machines qui aident à oxygéner ce qu'on appelle la ventilation non invasive, voire l'intubation du malade. Il faut, puisque vous avez qu'il y a un choc, parce que l'embolie pulmonaire, in fine, il y a quand même un choc qui va se produire, un choc hémodynamique qu'on appelle. Donc il faut traiter le choc. Pour traiter le choc, comme a dit le précédent, on va donner ce qu'on appelle les macromolécules. Donc des molécules qui vont essayer d'augmenter la pression oncotique, augmenter la pression du sang, augmenter le volume du sang. Mais aussi, on peut être amené à donner des sympathomimétiques, des médicaments qui vont augmenter la contraction du cœur qui est fatigué et augmenter les résistances vasculaires pour augmenter une fois de plus la pression. Donc, là, on est dans vraiment le symptomatique et puis le physiopathologique pour essayer de maintenir une certaine contraction myocardique, élever la tension pour mieux oxygéner le cœur. Parce que si la tension est augmentée, le cœur va moins souffrir. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à cause de l'hypotension, il y a le cœur qui souffre. Et on va diminuer le risque de faire de la fibrillation. S'il y a la fibrillation, on va utiliser un défibrillateur. Il faut en avoir pour choquer le malade, pour le défibriller. Donc on va être dans une réanimation cardiologique poussée. En plus de ce que le malade a quand même de l'oxygène. Bon, évidemment, on mettra quand même de l'héparine à ce malade-là. Parce que comme je vous ai aussi dit, il y a la graisse qui est le primo movens. Donc c'est-à-dire que le point de départ. Mais il y a quand même de la fibrine qui va venir, les plaquettes et tout. Donc on va donner de l'héparine, on va donner tout ça là pour essayer un peu de nettoyer ce bloc-là, le débarrasser de ce qu'on peut, ce dont on peut se débarrasser, pour que la particule de graisse reste la plus fine possible. Et avec le temps, avec la physiologie et les mécanismes naturels, et puis les supports en drogue, pour qu'il n'y ait pas une hypotension, pour que le rein fonctionne bien, parce qu'il faut qu'on s'assure qu'il n'y a pas une oligurie, donc c'est que le patient continue à uriner. Voilà, on monitore tout. Tout ça là, pour qu'on passe le cap. Et le cap, on va le passer progressivement, et puis après, on pourra donc voir venir les choses. Donc, c'est pas une fatalité, cette maladie, mais il faut avoir les conditions de réanimation adéquates. Est-ce que l'hôpital de la Caisse a eu des conditions de réanimation adéquates pour qu'on ne perde pas ce malade-là? That is the question. Donc, je laisse la parole à celui que j'ai pris tout à l'heure. Allez-y. Oui, bonjour, docteur, c'est Serge Alambo. Bonjour, Serge. Ça va? Ça va bien. C'est bien de te voir enfin faire la même chose que moi, parce que quand je me suis souvent penché dans ce genre d'exercice, on m'a qualifié d'ingénieur braquant, m'expliquant que les ingénieurs ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais tu sais, en fait, quand il y a des questions très sérieuses d'enjeux énergétiques, les Camerounais préfèrent voir Fleur de Lys parler de l'ingénierie que voir Serge Alambo parler de l'ingénierie, parce que Facebook, ce n'est pas un endroit pour professionnels. Donc c'est très bien, c'est bien ce que tu as fait. Moi, je t'ai découvert ce matin parce que j'ai Michel, petite journaliste qui est sur Internet, Michel Zoui, là, qui m'a demandé de te suivre, parce qu'en fait, elle m'a soumis à une torture psychologique ce matin, puisqu'elle voulait entendre mon avis sur la question, et naturellement, quand je ne maîtrise pas, je ne peux pas parler. Et je me suis simplement appuyé sur ce qui se sait. Ce qui se sait, c'est les déclarations publiques. Par exemple, Karimo s'est expliqué hier, et son récit paraît cohérent. C'est-à-dire qu'en l'absence de tout élément objectif venant la contredire, ça ne sert à rien de multiplier des directs à gauche à droite, ça ne sert strictement à rien. Je suis passé dans le direct du petit jeune One Love pour lui expliquer ça, pour lui dire attention, si tu te mets à faire des directs à tout va, parce qu'il y a quelqu'un qui te dit j'ai une concurrence, tu ne vas pas t'en sortir de ça. Parce que toi tu es scientifique comme moi, on a sur l'habitude de dire que l'hypothèse qui faut privilégier dans le cas, c'est l'hypothèse la moins chère. C'est celle qui a besoin de moins de variables, c'est l'hypothèse la plus économique. En l'occurrence, quand un accident lui seul explique la mort, c'est pas la peine d'aller inventer un complot qui mènerait un médecin d'hôpital de Tribi,
un médecin de Yaoundé, et en plus le directeur de la CNPS, ce que je crois comprendre, c'est Nicolas Botor, qui n'est autre que le neveu du président de la République. En gros, ces petits jeunes Karim, c'est Karim, c'est ça, auraient assez de pouvoir pour mêler autant de personnes dans un complot sordide. Et il faut quand même rappeler aux gens, monsieur le docteur, que le trafic des organismes, ça ne se fait pas comme ça, puisqu'on ne peut pas prendre le rein de n'importe qui et mettre chez n'importe qui. Il y a toute une batterie d'essais qu'il faut faire auparavant. Est-ce que la personne n'a pas un cancer? Est-ce que la personne n'est pas malade? Est-ce qu'elle ne dispose pas du VIH, par exemple, des choses comme ça? On ne va pas retirer un rein à quelqu'un alors qu'on ne connaît même pas son dossier médical, quoi. Donc c'est autant de choses qui montrent qu'on a un pays qui n'est pas prêt, puisque les gens préfèrent écouter des histoires qui n'ont aucun sens, plutôt que d'écouter un expert. Je me réjouis, parce que pour une fois, ton direct a quand même attiré du monde. Ça veut dire qu'il y avait des gens dans le lot, il y a des gens qui se posent sincèrement des questions. Et puis dans le lot aussi, il y a des gens qui sont là pour la polémique, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur réponse. Et quoi que vous allez dire, ils n'en répondront pas parce qu'ils ont envie que quelqu'un ait tué cette personne. Voilà, puisque la mort n'est jamais simple. Je tiens aussi à rappeler aux gens que Maître Swap est mort dans les mêmes conditions, que ce n'est pas parce que quelqu'un est debout après un accident que cette personne n'a pas de problème dans l'organisme. J'ai fait un direct après la mort de Cabrel pour expliquer la différence qu'il y avait entre 80 km/h et 90 km/h. C'est une histoire d'accélération, et qu'à 80 km/h, tu as une accélération de 15 G qui ne fait pas déplacer les organes, donc 80% des accidents de 80 km/h, tu t'en sors vivant. À 90 km/h, tu te retrouves avec presque 20 G, ça déplace les organes, tu as l'estomac qui frappe la paroi ventrale avec une certaine violence. C'est des accélérations que le corps humain ne peut pas supporter, bien que la personne en extérieur, en apparence, soit en bonne forme. Voilà, bon, c'est pas le genre de direct qui n'a pas été beaucoup vu, puisque les gens ont déjà estimé qu'il a trempé quelque part, et comme l'autre il a trempé, parce que Carrément, je ne la connaissais pas, je ne le connaissais pas, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu m'exprimer sur la question, mais quand on a fait un communiqué avec un récit des circonstances, j'ai dit aux gens que j'appréciais et qui voulaient faire des choses, j'ai dit, faites un direct, que si vous avez un élément objectif qui vient remettre cela en cause. Or, chez nous, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires, qui ont juste besoin de se mousser, qui ont juste besoin de se faire. Ils ont des confidences. J'ai vu des gens qui expliquaient qu'on l'aurait tabassé, drogué, et on l'aurait amené à l'hôpital pour enlever son rein. Donc, franchement, le fait qu'il était au village à un rite était devenu suspect. C'est quand même incroyable, ça, quand même. C'est-à-dire que tout ce qui est... En fait, de façon générale, la pauvre Karimo, il faut qu'elle sache juste qu'elle n'a même pas à s'expliquer. Plutôt porter plainte, parce qu'à partir du moment où vous avez un abruti qui est déjà convaincu que c'est elle la tueuse, tout ce qu'elle va dire, ils pourront de quoi l'accabler. Par exemple, elle était maquillée, mais c'est une chef d'entreprise. La nana, elle a perdu un de ses collaborateurs. Mais la vie continue. Le mec, il est déjà mort, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais par contre, l'entreprise, si tu fais n'importe quoi, écoute, il faut sauver l'entreprise, c'est normal. Elle porte sur sa tête le poids de plusieurs emplois. Donc voilà. Donc je voulais vraiment, je n'ai pas de question à te poser, puisque les hypothèses que tu as émises, c'est d'ailleurs pour ça que Michel m'a demandé de venir regarder ton direct. Parce qu'en fait, quand elle m'a appelé, j'avais à peu près hors antenne la même analyse que toi. Là, tu es parti beaucoup plus dans le domaine médical que je ne connais pas. Je suis très heureux que tu apportes des questions. Voyons voir maintenant si les gens vont s'arranger. C'est là où tu vas voir que les Camerounais, ils n'aiment pas le progrès. Parce qu'au lieu de demander l'autopsie, au lieu de parler de la médecine au Cameroun, qui n'est pas l'humain au centre, vous pouvez entrer dans un hôpital au Cameroun en bonne santé ou au santé mort. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas d'ambulance. Comment un mec peut faire un accident? Il va à l'hôpital, alors que son accident est préoccupant, on le laisse voyager par ses propres moyens. Voilà. Donc il n'y a pas d'ambulance. Et ce genre de choses sont de nature à ne pas avoir arrangé la situation. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de préciser. Je n'avais pas spécialement de questions, parce que je suis tout à fait en ligne. Vous êtes un expert, vous savez de quoi vous parlez. Et voilà, ça fait partie des hypothèses. Tant qu'il n'y a pas une autopsie médicale pour expliquer aux gens, pour rendre suspect les causes de la mort, tout ça, c'est que des parivoles. Et puis voilà. Ok. Merci beaucoup. Je te remercie et je voudrais d'ailleurs te préciser une chose. Je t'ai écouté, je crois que c'était hier, justement, tu as fait une intervention dans un direct de ce monsieur, je sais pas, c'est One Love. Tu as fait une intervention brillante et je t'ai écouté. Et j'ai apprécié ce que tu as dit et je pense qu'il faut justement des gens comme toi aussi pour
voilà, participer à cette sensibilisation de l'opinion publique. Mais tu remarqueras d'abord que les gens ne sont pas très à l'aise parce que les gens ils aiment les histoires. Tu as remarqué que je parle, tous ceux qui écoutent, ils ont qu'une envie, c'est de libérer la vie. Parce que si tu étais venu là, tu avais commencé à dire oui, les causes de la mort sont bizarres, il faut qu'on m'explique. En fait, je tiens à rappeler aux gens que quand vous vous interrogez sur les causes légitimes de la mort de ce jeune homme, c'est normal. Mais ce n'est pas Karim de répondre à vos questions, les gars. Si vous voulez investiguer, allez sur le terrain. J'ai écouté en direct de 4 heures, un autre de 3 heures. Heureusement qu'on peut regarder en accéléré grâce à l'ordinateur. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit je suis allé au commissariat vérifier s'il y a eu une plainte là-bas ou si on a arrêté quelqu'un. Il n'y a pas une seule personne qui l'a fait. Ok. Où est-ce que je veux dire? Ça marche. C'est que du déclaratif en fait. Voilà. Donc, Ça marche. Je te remercie. Oui, allô? 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 Oui, docteur. Oui. Oui, c'est Maître Christian Tiban. Je ne sais pas si je suis en direct là. Oui, t'es en direct. Bon, voilà. Moi, je voulais tout simplement déjà vous remercier pour ce travail que vous avez fait parce que j'ai compris beaucoup de choses. Alors, j'aurais une petite observation à faire. Pour ceux qui veulent savoir, veulent connaître les causes de l'accident. Bon, moi, de pratique, hein, j'ai souvent vu dans les rapports médicaux qu'on nous envoie dans les hôpitaux, quand on nous envoie des hôpitaux qui nous parviennent dans les tribunaux, on pose toujours la question, quand un malade arrive, soit un accidenté, soit quelqu'un qui a été victime d'une agression, le médecin a l'obligation de poser la question de savoir quelles sont les circonstances du mal de l'accident. Donc, certainement, tout personne qui était en bonne, qui était conscient, est arrivé à l'hôpital et on lui a posé certainement qu'est-ce qui s'est passé. La question, qu'est-ce qui s'est passé? Et s'il y avait une agression, il aurait pu dire que j'ai été agressé. Mais quand on lit le rapport, je crois le rapport de la TNPS, je crois que je l'ai lu, j'ai pu voir accident. Ça veut donc dire qu'il a dû dire qu'il a été victime d'un accident. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Chaque fois qu'on arrive à l'hôpital et qu'on a peut-être... déjà, bon, je vais prendre l'exemple. Vous voyez, il y a des femmes qui sont battues par des maris qui arrivent dans les hôpitaux ici en France avec des hématomes. Et même au Cameroun, le médecin a l'obligation de lui poser la question de savoir ce qui s'est passé. Et parfois, les femmes elles disent oui, mon mari a tapé sur moi et le médecin écrit cela, la cause, écrit la cause. Et certains médecins envoient même ce rapport à la police. Et des poursuites sont enclenchées. Donc le médecin a l'obligation de poser la question aux patients qui arrivent avec un bras cassé, la question de savoir quelle est la cause. C'est une obligation. Et déjà même ça, je crois aussi que c'est thérapeutique pour qu'il sache si c'était un marteau, il peut déjà imaginer que si le gars il a reçu un marteau, ça veut dire que les os peuvent s'émietter. Si c'est un accident, il peut imaginer déjà où il n'y a même pas de radio, il n'y a pas de IRM et tout le reste. Il peut déjà imaginer ce qui est à l'intérieur au vu de la description qui est faite de ce qui est arrivé. Donc je pense que s'il y avait eu agression, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agression, ou alors peut-être que le gars il a voulu cacher l'agression pour X ou Y raison, mais s'il y a eu agression, il aurait pu dire, il était libre de dire au médecin qu'il a fait l'objet d'une agression. Ouais. Mais là, tout est clair qu'il dit qu'il était victime d'un accident. Donc je crois qu'on peut s'en tenir à ça et éviter toutes ces spéculations parce que ça dérange. Mais par contre, je fais un reproche au gouvernement, l'attitude de la police camerounaise ou alors de la gendarmerie qui est chargée de l'enquête, soit au niveau de Yaoundé ou de Kribi, et même du parquet, parce qu'il s'agit quand même d'un accident. Quand il y a un accident, il y a forcément ouverture d'une enquête. Donc je ne sais pas pourquoi la police camerounaise ou alors la gendarmerie camerounaise et le parquet, soit de Kribi ou de Yaoundé, ne communiquent pas sur une affaire qui divise tant l'opinion. C'est comme si ces autorités-là veulent laisser pourrir une situation pour je ne sais pas pour quel intérêt. Ou alors on est dans un pays où chacun ne sait, les uns les autres ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire.
C'est une affaire qui est en train de diviser l'opinion, qui crée une tension sociale. Oui. Et le gouvernement, entre parenthèses, la police, la gendarmerie et le parquet, reste silencieux et laisse les Camerounais se déchirer de cette façon. La CNPS a fait ce qu'elle a fait au niveau de l'hôpital, mais les Camerounais veulent savoir quelle est la cause. Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il y a eu une plainte? Est-ce qu'il y a eu un procès verbal, un constat? Il faut que cela soit fait. Mais d'ores et déjà, nous pouvons nous en tenir au rapport médical qui contient forcément la déclaration de ce garçon qui est arrivé tout conscient à l'hôpital et qui a dit qu'il était victime d'un accident, puisque le médecin a parlé d'accident. Voilà. Ça marche. Et maintenant, la question que je voulais vous poser, docteur, quand ça arrive, cette situation-là, c'est parce qu'on a régulièrement des fractures dans nos contrées éloignées, loin des hôpitaux, où il y a on va prendre toutes ces procédures. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de façon empirique pour qu'il n'y ait pas des embolies graisseuses comme ça qui vont arriver dans les poumons? Nous pouvons aller dans nos villages, faire un accident et se retrouver dans un petit centre de santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil là-dessus? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Très bien, merci maître. Merci maître, et puis bonne chance pour ton aventure politique. J'ai vu passer quelque chose, je ne sais pas si c'est déjà officiel. Je suis déjà annoncé ma candidature à l'élection présidentielle. D'accord. Et effectivement, quand vous prenez ce genre de situation, il faut des personnes conscientes au Cameroun, parce que j'ai comme l'impression que ce pays-là est à l'abandon total. Vous voyez des situations comme celle-ci, personne ne s'en occupe. Donc le pays doit être dirigé. Ça marche. Alors, ce que je vais dire, justement, il y a quelqu'un qui a parlé de maître Swap. J'ai envie de dire que je ne connais pas très bien le dossier, mais vraisemblablement, maître Swap a subi le même processus morbide que Samy. C'est très probable. Le problème, c'est que ce qui me manque dans le détail de maître Swap, c'est quel est l'os. Est-ce que c'était un os long également? Et on sait que sa prise en charge a été aussi longue, houleuse. Donc c'est possible. C'est possible qu'il soit décédé d'une embolie graisseuse. Et donc c'est un problème qui est sérieux au Cameroun. Malheureusement au Cameroun, on ne fait pas des études épidémiologiques. On peut se rendre compte que le phénomène est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et dans ce cas, ça devient un problème de santé publique. Qui dit problème de santé publique, il faut des mesures adéquates, étatiques, pour pouvoir endiguer le phénomène. Alors si moi j'ai un conseil à vous donner, à partir du moment où vous êtes en face de cette situation, de quelqu'un qui a un accident, et tout, ne le mobilisez pas. Il faut qu'il soit immobilisé. Donc il faut qu'il y ait une prise en charge médicale. Le transport par les taxis et autres là, ne faites pas ça. Oh, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'ambulance chez nous. Qu'il n'y a pas d'ambulance chez nous. Bon, comment faire? Voilà. Il faut surtout pas mobiliser le malade. Le malade doit être tranquille dans un coin, attendre les soins médicaux sur place. L'opération doit se faire le plus rapidement possible. Voilà déjà de manière ramassée ce que je vais vous dire, mais il faut surtout avoir en idée que cette maladie existe, cette complication existe. Voilà. J'ai une position un peu compliquée là maintenant parce que mon téléphone est arrivé complètement à plat. Heureusement que j'avais regardé, il me restait 1%. Donc j'ai dû brancher ça, mais je branche ça à un cordon qui n'est pas très long. C'est pour ça que j'ai cette position. J'espère que ça va pas s'éteindre. Alors, est-ce qu'il y a un autre intervenant? Non, est-ce que c'est la même personne? Parce que j'aimerais prendre quand même ceux qui n'ont pas encore intervenu. Allô? Allô? Oui. Oui, rapidement. J'ose croire que votre intention, beaucoup plus de manière pédagogique, c'est-à-dire c'est un cas d'exemple. Ici, c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce qu'on... Parce que cette situation est arrivée demain ou après-demain. Donc, quelle serait la conduite à tenir
Le direct va s'éteindre, malheureusement. Oh là là. Alors, est-ce que peut-être ici, est-ce qu'on a Malheureusement. C'est comme on peut calculer les entrées et les sorties, on peut avec comment, tout ce qui est médicaments, quand les gens de calculer la trompette. Est-ce que la caisse ne soit pas dominée par la nature? Est-ce que en étant de personne... Alors, permettez-moi, oui, permettez-moi de vous interrompre, parce que déjà là, je n'ai plus assez de batterie, ça va se couper, mais j'avais déjà expliqué ça.